Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités, aux organisateurs. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc moi, je suis Sabina Rinaldi. Je suis scientifique au sein du Centre international de recherche sur le cancer, dans la branche nutrition et métabolisme. Et je vais vous présenter effectivement quelques mots, quelques chiffres sur le cancer du sein hier, surtout aujourd'hui et demain. Malheureusement, la directrice du CIRC n'a pas pu être parmi nous, donc c'est moi qui essaye de la représenter au mieux pour ce speech. Alors je pense, voilà, super, merci beaucoup. Est-ce que ça marche comme ça? Voilà. Déjà, alors je m'excuse, mais j'ai besoin de me retourner de temps en temps pour regarder les diapositives, donc excusez-moi. D'abord, quelques mots sur ce qui est le Centre international de recherche sur le cancer, donc le CIRC, et bien en France, à Lyon, effectivement. Et nous sommes l'agence spécialisée sur le cancer qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, qui fait partie aussi des Nations unies. Notre but est de favoriser la collaboration internationale dans la recherche sur le cancer et nous travaillons pour identifier les causes du cancer afin que des interventions préventives puissent être effectuées et mises en œuvre. Nous faisons cela dans tous les pays, finalement dans tout le monde, dans le monde entier finalement, et dans les pays à revenus faibles et intermédiaires grâce à la collaboration internationale. Donc le CIRC aura bientôt 60 ans. Et au début, on est parti avec 7 pays fondateurs. Maintenant, nous sommes à 29. Les 2 derniers nous ont rejoints au mois de mai cette année, l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et maintenant, donc, nous en sommes à 29. Le travail que nous faisons, c'est un travail de collaboration. On a beaucoup de spécialités. On fait de l'épidémiologie, de la biologie, de la pathologie, voilà, beaucoup de laboratoires aussi. Et parmi tout ce que le CIRC fait, on récolte énormément d'informations au niveau mondial, comme le docteur Sicolella vient de dire. On soutient effectivement tout ce qui est mise en place des registres des cancers dans le monde pour avoir justement une idée de ce qui se passe au niveau de l'incidence, de la prévalence et de la mortalité au niveau global. Et je vais effectivement vous parler de tout ça dans quelques instants avec les données qui sont produites par le CIRC. Alors tout d'abord, le CIRC fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, voilà, donc c'est notre maison mère. Et effectivement, on a une très bonne interaction avec notre maison mère parce que nous produisons, je dirais, l'évidence scientifique de nos études et l'Organisation mondiale de la santé, finalement, utilise ce qu'on fait pour la traduire dans les lignes guides, finalement, de prévention pour les maladies et pour le cancer. Excusez-moi pour la diapositive en anglais. Alors, voici quelques premiers chiffres, effectivement, de ce qui représente le cancer dans le monde, le fardeau qu'il est. Donc, c'est une carte du monde dans laquelle vous voyez tous les pays et dans lesquels il y a représenté des pays qui sont colorés en bleu clair, en bleu foncé. Et ça, ce sont les pays, effectivement, dans lesquels le cancer est la première ou la deuxième cause de décès prématurés, donc pour les sujets qui ont moins de 69 ans, finalement. Comme vous pouvez voir, il y en a à peu près 134, donc une vaste majorité dans lesquelles, malheureusement, c'est le cas. La France, bien évidemment, alors, je pense qu'il y a un pointeur quelque part. Ou pas. Yes. Elle représente les pays dans lesquels, effectivement, le cancer est le premier, cause de décès prématurés. Alors, quelques chiffres, justement, comme disait le docteur Sicolella, voilà, c'est ce qu'on a produit récemment. Quelques messages clés sur le fardeau mondial du cancer. Donc, on a estimé en 2022 20 millions de nouveaux cas de cancer. Les top 5, donc les cancers les plus importants, c'est le cancer du poumon, qui est le cancer le plus courant dans le monde. Le cancer du sein chez la femme se classe en deuxième, suivi du cancer colorectal, du cancer de la prostate et le cancer de l'estomac. Ça, c'est pour les nouveaux cas. Pour ce qui concerne après les nombres de décès, on a plus de 9,5 millions de décès par cancer estimés en 2022. Le cancer du poumon est la principale cause de décès, suivi par le cancer colorectal, le cancer du foie, le cancer du sein et ensuite le cancer de l'estomac. L'émergence du cancer du poumon, effectivement, est due probablement à l'usage persistant du tabac, surtout en Asie. Vous pouvez voir dans la partie droite de la diapositive, toujours si j'y arrive, voilà,
Donc les nouveaux cas, c'est pareil justement hommes-femmes, et aussi donc l'incidence, donc les nouveaux cas et la mortalité, toujours estimée en 2022. Et comme vous pouvez le voir, chez les hommes, le cancer le plus important reste le cancer du poumon, suivi de la prostate et du colorectum. Et chez la femme, c'est bien le cancer du sein, suivi par le cancer colorectal et le cancer du col. En ce qui concerne la mortalité, le cancer du poumon reste le premier chez les hommes et le cancer du sein reste quand même le premier chez les femmes. Donc en général, qu'est-ce qui représente, on est là pour parler, quand même se focaliser un petit peu sur le cancer du sein, qu'est-ce qui représente au niveau mondial le cancer du sein? Donc en 2022, environ 2,3 millions de nouveaux cas ont été estimés, qui étaient diagnostiqués au niveau global, au niveau mondial. Et environ 665 000 morts dus au cancer du sein dans le monde. Cette maladie a une disparité quand même géographique assez importante. Donc je vous disais que nous, on travaille vraiment au niveau mondial. Et donc on sait qu'effectivement, si seulement un cancer sur 5, effectivement, se passe dans les pays à faible revenu, malheureusement, c'est là où on meurt le plus de ce cancer. Ça veut dire que plus d'un cas sur 3, effectivement, malheureusement, décède dans ces pays. Mais revenons un petit peu à l'Europe, à tout ce qui est surtout en France. Donc ici, c'est les données encore en 2022 de l'incidence, donc les nouveaux cas de cancer du sein. Vous pouvez voir, donc c'est un peu zoomé, parce que comme ça on voit un petit peu ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc un bleu très foncé, plus le bleu est foncé dans cette carte, plus l'incidence est augmentée au niveau du cancer du sein, donc il y a plus de nouveaux cas. Et comme vous pouvez voir, effectivement, la France se situe parmi les pays dans lesquels l'incidence est la plus importante. Et cela est vrai aussi, comme disait le docteur Sicolela, pour les femmes plus jeunes. C'est-à-dire sur les femmes qui ont moins de 49 ans, effectivement, la France est parmi les pays, toujours, dans lesquels l'incidence est la plus élevée. Et effectivement, quand on regarde à l'intérieur de l'Europe, la France, donc ça c'est encore l'incidence du cancer du sein en 2022, estimée en 2022, on voit bien que la France est effectivement à la première place du nombre de cancers du sein en Europe. Ça, c'est pour ce qui concerne les nouveaux cas. Pour ce qui concerne la mortalité, la France n'a pas le record. Elle est quand même pas parmi les premiers, mais quand même, elle reste au milieu, je dirais, des pays européens. Il y en a 15 sur les 27, effectivement. Maintenant, ça c'est ce qu'on a donc maintenant observé maintenant, donc récemment, des estimations en 2022. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer en 2050 si la tendance continue comme ça? Alors ça, effectivement, c'est une représentation des continents au niveau de la Terre. On a en bleu, la barre, c'est les estimations donc dans 2022, donc récentes, et en 2050, c'est ce qui va se passer, c'est les cas en plus qui vont être diagnostiqués en 2050. Alors, comme vous pouvez le voir, et on discutait tout à l'heure de la différence entre les différents continents. La majorité d'augmentation va être notée par l'Asie et l'Afrique, mais vous pouvez voir que par tous les continents, les cas de cancer du sein, l'incidence du cancer du sein est quand même en train de monter, y compris en Europe. Et si on regarde effectivement ce qui se passe, comme tout à l'heure, en Europe, alors encore une fois, la barre bleue, c'est les nombres estimés maintenant, et la partie rouge, c'est les nombres estimés en 2050. Comme disait tout à l'heure le Dr Sicolela, maintenant on passerait de 60 000 cas actuels à plus de 75 000. Pour ce qui concerne la mortalité, là aussi, on voit une grosse disparité, donc la même graphique, en bleu 2022, 2050 en rouge. Donc l'augmentation de la mortalité, surtout en Asie et en Afrique, mais en Europe, on continuerait quand même, là aussi, une augmentation relativement forte au niveau de la mortalité, qui serait effectivement une augmentation aussi en France, comme dit tout à l'heure, effectivement. Voilà.
Alors, est-ce que c'est vraiment quelque chose de définitif? Bah non, donc on a bien discuté un petit peu tout à l'heure, mais on sait effectivement qu'un certain nombre de cancers peut être évité, pardon, une partie des cancers peuvent être évitables. Celle-ci, c'est une diapositive qui fait des chiffres, une infographie qui fait référence à une étude en Angleterre, mais comme vous, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais effectivement, donc, il y a des cancers qui pourraient être presque évitables à 100%, d'autres à des pourcentages un peu plus faibles, d'autres pour lesquels il faut que la recherche avance pour essayer de comprendre. Mais effectivement, on peut déjà agir maintenant pour diminuer un certain nombre de cancers. Alors, par exemple, juste pour vous donner un exemple, sur le col de l'utérus, effectivement, si tout le monde avait été vacciné, avec l'aide de la vaccination, finalement, ce cancer, on pourrait vraiment l'éradiquer. Ça veut dire qu'on pourrait prévenir 100% de cancer du col de l'utérus. Pour ce qui concerne le cancer du poumon, ici, si on évitait l'exposition au tabac, effectivement, 90% de tous les cancers pourraient être évités. Et ainsi de suite, donc le mélanome, 75% si on évite les rayons UV. Pour ce qui concerne le cancer du sein, qui est un peu notre intérêt aujourd'hui, dans cette diapositive, il y a marqué 25%. 25% des cas pourraient être évités, effectivement, en changeant des styles de vie, en évitant le surpoids et l'obésité, en évitant l'alcool, en allaitant son enfant si cela est possible. Et par contre, j'arrive pas et en faisant de l'activité physique, pardon. Effectivement, ce pourcentage peut être encore plus élevé. On peut estimer avec d'autres facteurs de risque qu'on connaît déjà que ça puisse monter entre 30 et 40%. Donc, en général, donc on peut bien dire que les cancers, une partie des cancers peuvent être évités. Donc, la prévention est vraiment une arme qui est très importante, justement, dans la diminution de l'incidence et ensuite, donc, de la mortalité sur le cancer. Donc, encore une fois, des publications qui ont été menées par le CIRC, 1,3 million de cancers pourraient être évités en Europe si, donc 33% chez les hommes et 44% chez les femmes, si les politiques de prévention des pays les plus performants pouvaient être appliquées vraiment partout, dans tous les pays. Et en France, donc c'est cette partie de la diapositive ici, à peu près 142 000 cas de cancer du sein, ça c'est des estimations publiées en 2018 du 2015, auraient pu être évités en France sur les 340 000, je pense, en tout, qui sont produits, effectivement, en agissant sur quelques facteurs de risque, comme par exemple en limitant le tabac, l'alcool, en ayant une alimentation quand même variée et en évitant le surpoids et l'obésité. Et après, vous voyez ici, il y a encore d'autres facteurs de risque qui comptent quand même. Chacune un petit peu, mais pour un total, effectivement, de 40% de tous les cancers. Alors, du coup, je reviens justement au concept d'exposome que le docteur Chicolella dont il a déjà parlé, parce que du coup, il n'y a pas qu'une partie génétique, donc on connaissait le génome, mais il y a aussi tout ce qui est exposition environnementale qui compte énormément et sur lequel on peut agir justement pour prévenir le cancer. Donc l'exposome, c'est un nouveau concept, enfin maintenant ça date de quelques années quand même, mais qui regarde effectivement l'ensemble des expositions environnementales auxquelles un individu est soumis au cours de sa vie. C'est-à-dire que ces expositions peuvent être extérieures, donc ça peut être la pollution, ça peut être le stress, ça peut être l'alimentation par exemple, différents types l'alimentation per se et ce dont a parlé le docteur Soto, et aussi des facteurs internes, tout ce qui est le métabolisme, que ce soit des facteurs d'inflammation, mais aussi tout ce qu'on peut effectivement retrouver à l'intérieur de notre corps. Et pour revenir à ce dont le docteur Soto a parlé, voilà, il y a eu récemment cette publication très très récente dans laquelle effectivement des scientifiques se sont plongés sur le calcul, ils ont essayé de regarder un petit peu combien de produits chimiques qui étaient contenus justement dans les emballages et dans les aliments, et combien de ces composés pouvaient se retrouver dans nos organismes. Et effectivement, ils ont bien compté plus de 3600 produits chimiques qui sont présents chez nous, qui proviennent des emballages et des ustensiles de cuisine. C'était beaucoup plus, effectivement, de ce qu'on avait prévu initialement il y a quelques années. Donc voilà.
Tout ça donc porte éventuellement, enfin quelque chose, un concept un petit peu nouveau. Donc la recherche avance quand même, au moment dans lequel on sait qu'il y a des prédispositions et que l'environnement compte de toute façon sur notre risque de cancer. On est maintenant à réfléchir à une approche de médecine personnalisée. Donc au moment dans lequel on comprend que le risque de développer des différents cancers dépend de différents types d'expositions et que les expositions peuvent être relativement personnalisées, on peut effectivement penser à faire une évaluation complète des risques selon les personnes et essayer de faire quelque chose de ciblé pour améliorer, pour diminuer les expositions et donc diminuer l'incidence des cancers. Par contre, pour tout ça, il faut comprendre vraiment ce qui nous amène à avoir des facteurs de risque. Donc, il faut avoir une idée donc des problèmes génétiques, des conditions pronoplésiques, les expositions carcinogènes, effectivement, selon l'environnement dans lequel nous on existe et on agit, des facteurs comportementaux, comme on a vu tout à l'heure, le style de vie. Il y a aussi des scores polygéniques aussi pour le cancer du sein qu'il faut prendre en compte. Et tout ça, voilà, il faut vraiment être capable d'avoir une idée du risque global. Pour implémenter une stratégie de ce type-là, il faudrait identifier aussi les obstacles à la mise en œuvre de ces nouvelles stratégies de prévention et du dépistage, justement, du cancer. En effet, l'idée, ce serait de cibler des interventions préventives efficaces, donc plus rentables d'un côté et rentables pour tout le monde, effectivement pour le sujet, et bien évidemment avec des rapports bénéfices-risques plus favorables. Par contre, pour mettre en place ce type de stratégie de recherche, il y a quand même encore quelques défis. Donc, comme je disais, il faut vraiment continuer à comprendre un petit peu tout ce qui est la prévention. Il faut comprendre ce qui nous mène finalement à développer nos cancers. Donc, on a vraiment besoin de la recherche, des nouvelles lignes directrices et des normes. Bien évidemment, il faut prendre en compte aussi les coûts éventuellement des dépistages ciblés, le coût des médicaments ciblés et ainsi de suite, et des normes politiques, éthiques et juridiques qui seraient effectivement associées à ce type d'intervention. Et sur ce, je crois que j'ai terminé ma présentation. Et ben voilà, je vous remercie encore une fois.